Bonjour à toutes et à tous, je suis Éric Lemarois, Customer Success Manager chez Microsoft et j'ai l'honneur d'être aujourd'hui sur le plateau avec Benjamin Marchand, Philippe Rigaudon de la société Poquelin Hydraulics et Philippe Boulanger de la société Inoteo. Bonjour à tous les trois. Merci d'être venus, vous arrivez de Compiègne, où est basée la société Inoteo et puis vous aussi Poquelin. Et on va parler aujourd'hui de la mise en œuvre pour vos opérateurs terrain des technologies de réalité augmentée. Alors peut-être une première question pour vous, Benjamin et Philippe. Poquelin Hydraulics, dans quel secteur vous évoluez? Qu'est-ce que vous vendez à vos clients? On va voir un peu une vidéo de vos produits qui défilent derrière. Oui, alors Poquelin est concepteur et fabricant de solutions de transmission de puissance, et donc que l'on va retrouver sur de nombreuses applications, sur différents marchés, que ce soit dans le domaine agricole, le domaine des travaux publics, de la manutention, sur le on-road, etc. Très bien. Et alors vous êtes présent tout autour du monde, dans plusieurs pays? Oui, tout à fait. Nous avons 5 usines en Europe et une usine également aux États-Unis, en Inde et en Chine. Alors, dans le cadre de vos activités, donc, vous avez des opérateurs qui sont au contact de vos clients, des machines, etc. C'est un peu le sujet de la matinée. On appelle ça, nous, chez Microsoft, les frontline workers. Quel type de métier ça recouvre chez Poquelin? Alors, pour Poquelin, les frontline workers vont être effectivement au contact du client quand il va falloir notamment assister le client dans la mise en place ou l'optimisation d'une transmission. Mais ça va être également des agents qui vont être dans nos centres R&D en phase des bancs d'essai pour conduire différents tests. Et puis bien sûr au sein de nos usines, que ce soit nos personnels de maintenance ou nos opérateurs de production. Très bien. Alors toi, tu es responsable de l'innovation chez Poquelin Hydraulics. Philippe, tu es formateur, instructeur en fait dans l'une de ces usines en France, je crois à Verberie, c'est ça? À Verberie, oui. Je suis responsable de la formation des nouveaux entrants dans l'usine de Verberie. Oui. Très bien. Alors, quand on parle de la réalité augmentée, on parle de ces casques de réalité mixte HoloLens, de la solution Remote Assist. Il y a une petite vidéo qui va tourner derrière nous, si tu peux la commenter. Et puis ensuite, on parlera du cas de mise en œuvre que vous avez mis de façon internationale en place. Oui, effectivement. Alors, ce qu'on voit sur cette vidéo, c'est un exemple d'usage où on va avoir un agent sur le terrain équipé du casque HoloLens et qui va pouvoir être assisté, guidé et aidé par un expert qui, lui, va être en remote et qui sera sur son écran Teams, donc dans son environnement familier. Et donc, il va pouvoir, en temps réel, assister l'agent sur le terrain. Voilà, et donc à travers son écran Teams, il verra ce que l'agent sur le terrain voit à travers le casque et il pourra annoter ou lui donner des indications sur ce qu'il voit. Voilà, montrer un composant, lui demander de faire le tour, avoir un échange très naturel en audio, tout en ayant effectivement dans son champ de vision ce que voit l'agent sur le terrain. C'est une sorte de collaboration à distance, on l'a vu dans la vidéo d'IKEA avant avec Teams, mais là, ça permet vraiment d'être sur le terrain et d'avoir ses deux mains libres en fait aussi. Et de pouvoir bouger, on le voit ici sur un véhicule, autour du véhicule, autour des différents composants de la transmission du véhicule. Alors, plus récemment, tu vas nous dire peut-être à cause de cette pandémie, vous avez été amené à utiliser la réalité mixte entre plusieurs pays. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors effectivement, ces 2 dernières années, avec toutes les difficultés qu'on a eues pour voyager, eh bien, nous avions des équipements qui étaient en transit d'un continent vers l'autre, des équipements de production, et il ne nous a pas été possible de voyager pour assister à la mise en place et au démarrage en production de ces équipements. C'était en Chine, je crois. Alors effectivement, on a eu notamment en Chine ou aux États-Unis, mais l'exemple qu'on voit en photo ici, c'est en Chine, où un banc d'essai a été mis en place en Chine, et les experts qui devaient assister et former les personnes sur le terrain n'ont pas pu se déplacer. Et donc là, en l'occurrence, sur ces photos d'exemple, on a nos experts d'Italie qui ont pu assister nos frontline workers en Chine. Très bien, ouais, voilà. Donc voilà. Alors là, on voit la Chine, il a dû tourner un peu la tête avec son casque et donc on voit son équipe, là, c'est ça, à côté. Tout à fait. Très bien. Et alors, quel retour d'expérience vous en tirez de ce déploiement? Comment vous en mesurez le succès?
Déjà, dans un premier temps, la vitesse d'adoption de cette technologie, ça a été très rapide. Donc, c'est bien qu'il y ait un intérêt en fait, pour les utilisateurs finaux. Pour mesurer un petit peu l'efficacité, je dirais que malgré toutes ces difficultés qu'on a eues ces 2 dernières années, qui auraient pu mettre en péril nos plannings projets, on a pu minimiser en fait, l'impact de ces impossibilités de déplacement sur nos plannings projets. Alors Philippe, on te voit là sur la photo. Toi, donc, tu es responsable de la formation à Verberie. C'est quoi les enjeux de formation pour Poquelin Hydraulics? Quand on a préparé, tu nous as parlé d'un dojo. Est-ce que tu peux nous dire un peu généralement la formation, comment ça se passe chez Poquelin? Et puis après, on parlera de la réalité augmentée et de ce que vous avez fait. Donc on a appelé ça un dojo parce qu'en japonais, c'est le lieu d'entraînement. Ah oui, pour le judo. Oui, pour les arts martiaux, mais aussi pour la formation du coup. Donc on a mis en place les dojos pour, quand les opérateurs rentrent, les former et qu'ils intègrent les notions de base en théorie, mais aussi en pratique. Donc on les entraîne à certains gestes et on veut qu'ils suivent certains process, donc ils apprennent les process. Donc ce qui fait que quand ils rentrent en production, ils sont déjà plus aptes et moins perturbants pour le cycle de fabrication. Ouais. Et alors, donc là, vous avez utilisé aussi la réalité augmentée. C'est ça. Dans un autre type de scénario, vous avez travaillé avec la solution d'Imeo que Inoteo propose. Et donc concrètement, ça permet de préparer un guide de formation qu'ils vont voir de façon interactive. C'est un peu ce qu'on voit sur l'écran là, qui va leur donner les bonnes indications, c'est ça? Donc quand Benjamin est venu me voir avec le matériel, il m'a demandé quel intérêt je pouvais en avoir. Donc ça a suscité tout de suite un intérêt et j'ai vu ce qu'on pouvait en tirer. Donc on a créé des guides et c'est ça la solution Inoteo aussi qui était intéressante pour nous. C'était le fait qu'on soit autonome dans la création des guides. Donc derrière, on a regardé les types d'applications qu'on pouvait en avoir. Donc déjà pour former les opérateurs. Et puis après, on a regardé dans l'atelier les possibilités, comme sur des machines-outils avec des outils très spécifiques. Et derrière, de la maintenance de niveau 1 pour les opérateurs pour apprendre à faire le tour de la machine et à contrôler certaines choses. Très bien. Et alors, comment ça a été reçu? C'est des technologies quand même assez nouvelles, des gens à former qui peuvent avoir des âges différents ou une appréhension différente des technologies digitales. Ça s'est bien passé. Les 5 premières minutes, oui, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut adapter les gestes, il faut vraiment arriver à cliquer au bon endroit. Mais c'est dans les premières minutes et derrière, l'année dernière, j'ai formé plus de 100 personnes et très, très régulièrement, avec des âges très différents, les gens arrivent sans problème à utiliser les fonctions du casque. Oui, donc en fait, quand tu dis les gestes, c'est parce que avec ses 2 mains, on peut déplacer, tourner des pages ou aller à différents endroits de la documentation. Ouais. Donc tu mentionnais Dimeo, la solution d'Inoteo. Philippe Boulanger, tu pilotes Inoteo. Est-ce que tu peux nous dire peut-être quelques mots d'abord sur la société? Oui, alors Inoteo existe maintenant depuis 9 ans. Nous sommes basés, donc, comme tu l'as dit, dans les Hauts-de-France et nous comptons une quinzaine de collaborateurs. Alors notre positionnement est majoritairement orienté réalité mixte et augmentée, bien sûr avec HoloLens. Et aussi nous avons une activité sur la partie analyse décisionnelle avec l'outil Power BI. D'accord. Et alors, comment vous avez travaillé avec Poquelin Hydraulics là, sur ce projet? Alors, pour nous, Poquelin Hydraulics, c'est un partenaire industriel. Donc, on considère effectivement Poquelin comme un vrai partenaire. On est, nous, apporteurs de solutions logicielles, de services. Et Poquelin nous apporte ses retours d'expérience, expérience terrain, qui fait qu'en croisant les 2 expériences, on arrive à quelque chose d'abouti et qui fonctionne, apparemment, qui fonctionne plutôt bien. Et donc cette solution d'Imeo, elle permet de construire des contenus de formation, oui, tout y à fait. compris de façon déconnectée, je crois. Oui, alors tout à fait. La solution d'Imeo, on l'appelle comme ça, c'est une suite logicielle qui permet effectivement de former un opérateur, qui permet de former un technicien, indépendamment de son expérience. C'est un peu le point fort de ces technologies. On l'a voulu simple à l'utilisation, mais aussi simple à la conception. C'est important aussi de pouvoir concevoir un outil de façon très simple. Et bien sûr, tu viens de le signaler, on est en mode hors connecté, donc c'est pour coller encore plus aux besoins des industriels qui souvent n'ont pas forcément de réseau disponible ou accessible dans les ateliers. Très bien. Alors cette solution, j'imagine qu'elle va continuer à évoluer. Tu peux peut-être nous dire quelques mots sur cette solution évolue en permanence.
Elle va continuer à évoluer sur 2022. Si on fait un focus sur l'année 2022, on a une roadmap qui est assez dense. On a déjà avant l'été, on a une version 1.5 qui sort, donc dans quelques semaines, qui va permettre l'enrichissement notamment des fonctions statistiques dans l'outil, et aussi l'optimisation de l'interface utilisateur. Et on a aussi une notion de groupe d'utilisateurs qui s'est rajouté, qui n'existait pas. Donc ça, c'est les principales fonctions de la 1.5. On a toujours avant l'été, donc courant juin, on porte notre solution qui tourne actuellement sur HoloLens. On la porte sur Android, système Android, donc tablette et smartphone, pour augmenter, pour accentuer le déploiement de ces solutions dans l'industrie, puisque aujourd'hui dans l'industrie, tout le monde n'a pas de casque et il y a une demande d'utiliser ces technologies immersives. Donc de pouvoir effectivement aujourd'hui commencer à toucher ces technologies via la réalité augmentée. Alors ça c'est avant l'été, et ensuite nous avons une évolution majeure qui arrive à la fin au dernier trimestre. Permets-moi de ne pas en dire beaucoup plus pour le moment, c'est dans les cartons, mais en revanche ça va transformer beaucoup les usages. Et c'est très attendu aujourd'hui pour les industriels, et ça va permettre d'optimiser encore plus le déploiement de ces solutions. Donc à partir de septembre. Très bien, donc on en verra plus en septembre. Voilà. Bon, Benjamin, Philippe, là, il y a peut-être des gens qui nous regardent, qui se disent c'est intéressant ces technologies, comment commencer, par où commencer, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil avec votre retour d'expérience à ceux qui veulent s'y mettre? Le conseil que je donnerais, c'est de bien intégrer l'utilisateur final dès les phases amont de ce type de projet. C'est une technologie qui peut rendre très enthousiaste pour ceux qui aiment les nouvelles technologies, la réalité immersive. Pour autant, il faut effectivement bien considérer l'utilisation finale qui en sera faite avec l'utilisateur final, et puis laisser le choix en fait à l'utilisateur final de passer d'un proof of concept à une mise à l'échelle. Ouais, d'accord. Très bien. Philippe, c'est un peu, il était de son avis. Il faut avoir vraiment un système de formation qui est déjà bien structuré, et puis avoir en tête quand on crée un guide, d'avoir vraiment toutes les étapes qu'on veut mettre en place et se mettre à la place de l'opérateur qui veut utiliser le casque pour bien comprendre ce qu'on veut lui faire apprendre. Oui. Alors, vous avez d'autres projets maintenant, après cette première expérience, je ne sais pas, avec d'autres types d'utilisateurs ou d'autres types de services? Oui, tout à fait. Alors, cette technologie, déployer en fait la partie remote assist au-delà du sein de l'usine, pour pouvoir aller jusqu'au client, ou pour pouvoir aussi apporter du support à nos services après-vente, par exemple. Donc ça c'est un usage. Et puis pour la partie formation, on a fait un bon pilote avec de bons retours côté usine de Verberie. Donc là, l'étape suivante, ça va être un déploiement à l'ensemble des usines du groupe. Très bien. Bon, merci à tous les trois pour merci Eric, cette rencontre et ce témoignage. Hélène et la régie, est-ce qu'on a peut-être des questions? Alors on en voit une là, quelle connectivité minimale il faut pour les casques avec un Teams à l'extérieur? Peut-être que Philippe, tu es le mieux placé pour donner un élément de réponse. Donc très techniquement, j'ai pas de réponse précise, mais il n'y a pas de contrainte particulière par rapport à une connectivité, soit en Wi-Fi ou en 4G par rapport à ces matériels-là. Oui, et je crois qu'on a travaillé pour optimiser les besoins de bande passante entre le casque, qu'on ait de la Wi-Fi et de la 4G, et donc ça peut s'adapter à des conditions un peu moins... Il en faut un peu, oui. Mais ça peut s'adapter, y compris même la qualité de la vidéo, je crois. Voilà, on a eu une expérience client dans le monde de l'agriculture récemment, donc en début d'année, avec des expériences un peu compliquées d'un point de vue conditions, puisqu'on était à l'extérieur, il y avait du soleil, etc., et notamment des zones blanches. Donc sur le Remote Assist, le casque va ajuster, Remote Assist va ajuster en fonction de la couverture réseau pour pouvoir passer par exemple en mode vidéo, passer en mode photo directement, oui. si le réseau est moindre. Donc il y a quand même une adaptation via Teams de la solution qui fait que ça marche quand même très souvent. Ouais. Alors je vois une autre question sur la possibilité de porter un casque de sécurité
avec la technologie HoloLens. Ma réponse c'est oui, il y a quelqu'un qui fait ça, mais tu en sais peut-être plus. Oui, il y a quelqu'un qui fait ça. Donc déjà, tout ce qui est lunettes de vue, on les porte. Lunettes de sécurité. Oui, parce que le casque ne colle pas le visage. Non, donc on peut avoir des lunettes de vue. Mais pour le casque de sécurité, oui, il y a une entreprise qui fait ça aujourd'hui. C'est Trimble Trimble, c'est ça. Donc adaptable. En revanche, nous avons nos solutions. Enfin, en tout cas, le casque a été testé sur des personnes qui portent des casquettes de sécurité, cette fois-ci. Et là, il n'y a pas besoin d'équipement particulier, c'est-à-dire que la casquette de sécurité fonctionne avec le casque HoloLens. Très bien. Bon, alors, question ROI, coût, je ne sais pas à quel point vous pouvez partager, mais comment vous avez pu justifier l'investissement, en fait. Alors, j'imagine que pendant la pandémie, le calcul peut être vite fait avec des voyages évités ou autres. Alors, et même en dehors d'un contexte de pandémie, effectivement, quand on est un groupe international et qu'on a un centre d'expertise qui parfois est centralisé et des experts qui doivent se déplacer sur un autre continent, l'amortissement du matériel se fait assez rapidement. C'est assez évident. Et puis, plus spécifiquement sur la question ROI autour de Dimeo, on est sur un nouveau média de formation. C'est un nouveau moyen de former, d'apporter de transférer en fait du savoir-faire. Difficile de répondre sur un ROI sur de la formation, bien entendu, mais en termes d'efficacité, peut-être que Philippe peut en dire deux mots sur ce que tu as pu noter en termes d'efficacité perçue par les opérateurs. En termes d'efficacité, on sait qu'en formation, les gens, pour qu'ils intègrent les notions, il faut qu'ils voient et qu'ils pratiquent. Et qu'ils pratiquent, bien sûr. Donc le casque fait ça. Ils ont vraiment la notion de vision et ils pratiquent en même temps. En même temps, oui. Donc c'est ça qui est important. Oui, ils n'ont pas à aller regarder une documentation à un autre endroit. Ils ont tout en même temps, ils peuvent pratiquer, et c'est ce que j'essaye de faire quand je crée les modules, c'est de les faire manipuler, faire pratiquer en même temps. Très bien. Eh bien, combien de temps prend la création d'un module sur la solution de formation? Alors, ça dépend, j'imagine, de la complexité du module, mais on pourrait dire par rapport à si on avait à faire un document Word avec des images, est-ce que c'est beaucoup plus long? Alors, oui. Alors, nous, on a déjà regardé parce que c'est vrai qu'on a des fonctions support qui permettent de faire des préparations de fiches pour les opérateurs. Et en termes de temps, ils passent plus de temps que moi à créer un module de formation. D'accord. Oui. Très bien. Oui, c'est ça. En fait, je pense qu'il faut quand même préparer à minima le contenu, ce qu'on veut mettre pour pouvoir ensuite le mettre à disposition dans Dimeo. Dimeo, l'outil est très simple, très simple pour pouvoir créer un module. En quelques secondes, on peut créer quelque chose. Encore faut-il avoir le contenu, et c'est là qu'il faut bien préparer. Être préparé. Et ça rejoint un peu l'évolution qui sera annoncée bientôt, qui va aussi encore améliorer tout ça. Très bien. Bon, voilà. Tu nous fais saliver pour septembre alors. Voilà. Très bien. Allez, merci. Et puis au suivant. Merci. Merci. À bientôt.